Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette session qui ouvre la deuxième journée de l'événement marketing organisé par Brightalk Reach 2023. Il s'agit d'une première puisque c'est la première fois que Reach compte une session en français. Donc, on va essayer de faire honneur à notre région. Cette journée sera donc placée sous le signe du contenu, le content marketing, comme on dit en bon français dans notre secteur. Et ce sera l'occasion pour vous tous de suivre quelques ateliers passionnants autour du contenu vidéo ou encore de la révolution intelligence artificielle. Également, tout au long de la journée, il y aura des témoignages et des entretiens avec des pairs marketeurs essentiellement basés dans le monde anglo-saxon, mais leur témoignage est toujours très intéressant. Mais sans plus tarder, j'aimerais vous présenter les personnes qui ont accepté de participer à cet échange en français. Donc, tous sont ou toutes même, je devrais dire, sont des membres éminents du CMIT, le club français des marketeurs tech. Merci tout d'abord d'accueillir Maud Samagelski, qui est directrice marketing Europe chez HPE et qui est présidente du CMIT depuis quelques années, il me semble. Bonjour Maud. Bonjour David, depuis 2 ans très exactement. Voilà. Également avec nous, Laetitia Barré, directrice du positionnement de la marque chez FICI. Bonjour Laetitia. Bonjour David, bonjour tout le monde. Et enfin, Estelle Frocrin, directrice marketing et Nordics, Benelux et Europe du Sud chez Veritas. Bonjour David, bonjour à tous. Bonjour Estelle. Mais avant de débuter nos échanges, j'aimerais partager avec vous deux séries de données tirées de l'issue annuelle de Tech Target sur la consommation d'informations des décideurs IT. Donc, on va tout de suite basculer sur quelques slides. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être très long. D'abord, 2 ou 3 rappels sur les possibilités d'interaction avec la plateforme et donc avec nous. Vous pouvez vous poser vos questions au fil de cette table ronde. On tâchera d'y répondre à l'issue. Également, on pourra vous proposer des documents au téléchargement à l'issue. Et de manière générale, pour entrer en relation avec chacun d'entre nous à l'issue de cette table ronde ou un peu plus tard, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. Je reviens sur les chiffres dont je parlais, que j'évoquais à l'instant, en fait. Ils sont tirés d'une étude que l'on mène chaque année avec Tech Target, et donc intégrant aujourd'hui Brightalk, sur la manière dont les responsables informatiques, les ITDM, consomment l'information dans un contexte de décision. On a observé depuis quelques années des tendances assez lourdes, hein, notamment à la consommation de plus en plus d'informations au format digital. Aujourd'hui, il faut voir ce que ça représente. Chaque jour, le temps passé en ligne par les ITDM, c'est pratiquement 7 heures. Bon, l'étude est en cours actuellement. Pour les chiffres les plus récents, on va certainement le dépasser cette année. Les contenus sont clés dans cette recherche d'informations, notamment ceux issus des fournisseurs. On le verra dans un second temps, mais c'est de plus en plus important. En moyenne, sur le déclaratif, chaque mois, notre audience consomme plus d'une douzaine de contenus fournisseurs, très exactement. S'ils pouvaient, ils en consommeraient plus et surtout en format digital. Donc, ça a des implications hein, à votre niveau. Ça demande à produire de plus en plus de contenu, ça demande à avoir des contenus de plus en plus ciblés. Ça demande bien sûr à avoir des stratégies digitales de plus en plus affinées et ça demande à être constamment présent avec de la diversité auprès des audiences. Ça, c'est le premier point. Le second point sur lequel j'aimerais revenir, c'est le type d'information qui est recherché. Là aussi, on a observé au fil du temps une évolution. Alors, cette évolution, elle est extrêmement favorable aux entreprises que vous représentez. Hein. Pour moi, le mouvement majeur qu'on observe depuis 4 ou 5 ans,
c'est vraiment la montée en puissance des sites fournisseurs. Donc, ça répond, c'est une des conséquences de vos stratégies inbound, je suppose, et on en reparlera plus tard. Mais ce qu'il y a de marquant, c'est que les sites des fournisseurs arrivaient plutôt en 3e, 4e position il y a encore 3-4 ans. Et je pense que la montée en qualité des contenus, la diversité des contenus proposés, y est vraiment pour quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors bien sûr, il y a les sites indépendants, hein, ça se joue à peu près de façon équivalente, mais c'est intéressant de voir comment c'est le jeu entre des sites indépendants qui proposent des contenus qui parlent de nouvelles technologies et de l'autre côté, vos sites qui sont aujourd'hui les deux leviers principaux vraiment de prise d'information côté audience. Il y a toujours des événements. Là, on est sur des chiffres du marché français. Il y a toujours les événements qui sont relativement importants. Les analystes, traditionnellement, depuis plusieurs années, on se rend compte que bon, les réseaux sociaux, finalement, sont utilisés, mais pas tant dans une prise d'information. On est plus dans des logiques de communication. On va revenir sur ces points dès à présent à travers les différentes questions que l'on va se poser tous ensemble. Et je vais commencer tout d'abord avec une première question que je vais adresser à Maud pour commencer. Comme on vient de le voir, les contenus digitaux des fournisseurs tech sont de plus en plus appréciés. Et du coup, j'aimerais savoir quelles sont, selon vous, les évolutions majeures en matière d'inbound et de content marketing qui ont conduit à ce résultat, en fait. Comment vous avez fait, chacune d'entre vous, dans vos entreprises, pour monter une pente ou en tout cas arriver en tête et être le plus attractif possible pour nos audiences. Eh bien, tout d'abord, je pense que tous ensemble, et pas uniquement HPE, nous avons collectivement amélioré la qualité des contenus et des formats qu'on proposait. Et donc, pour notre part, on a vraiment travaillé sur la longueur du format, l'adaptation à la cible, l'ajout de visuels. Je pense que la crise du Covid a également, c'est peut-être impensif, mais nous a également aidé à faire énormément d'efforts. Et donc, on a des contenus qui sont beaucoup plus fluides et le phrasé du contenu en lui-même est plus, je dirais, plus percutant, plus impactant. On se répète un petit peu moins, et on adresse vraiment les bonnes cibles. Ça, c'est le premier point. J'ai un deuxième point qui est peut-être sur l'angle sur lequel on va aborder la solution, le pain point du client. Et donc là, on s'est orienté vers des sujets qui sont beaucoup plus solutions, industrie, bénéfices utilisateurs, par rapport à du contenu qui est très anglais, marque. HPE parle d'HPE pour ma part, ou produits, les technologies, etc. Et ça a amené plus d'intérêt de la part de clients et ça nous a permis de toucher de nouvelles audiences. Et puis, mais ensuite, nous sommes tous allés vers une rationalisation du marché. Je pense que, on a été conduit à, travailler avec quelques fournisseurs principaux, plus quelques fournisseurs locaux, certainement beaucoup moins qu'il y a 4 ou 5 ans, parce qu'il y a eu des phénomènes soit de rachat, soit d'offres conjointes et ça nous a énormément aidés, nous aussi, fournisseurs, à pouvoir s'appuyer sur les bons relais. Et puis, à identifier sur le marché les fournisseurs qui nous correspondent, hein. Chaque marque va trouver un peu son style, sa patte. Moi, je suis dans une entreprise internationale, on y reviendra peut-être, par la suite. Mais le fait d'avoir une emprise à la fois, globale et locale, ce qu'on va appeler le glocal, est très important. Le dernier volet, c'est l'affinage des technologies. C'est le volet le plus important, hein. Quand on fait partie du CMIT, on en parle beaucoup entre nous, marketeurs. On parle de retargeting, on parle de scoring, on parle d'intent, on va ajouter de l'IA générative. On est de plus en plus pointu sur l'analyse des contenus qu'on fournit et donc en les analysant, on peut fermer un peu la boucle quelque part et puis, réajuster ces contenus et les adapter à l'audience. D'accord, très bien. Laetitia, j'avais envie de rebondir un petit peu. Vous avez chez Efficie une position Alors, votre titre, c'est directrice du positionnement de la marque. Juste par rapport au fait que tout le monde ou beaucoup de gens dans le secteur sont sur la logique de marketing purement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un petit peu le positionnement de la marque au regard du contenu? C'est-à-dire comment le contenu est un levier pour le positionnement de la marque et quelles sont les stratégies que vous avez mises en place également pour
aller de plus en plus et pour développer vos audiences directement? Oui, alors pour répondre à la première question, le contenu permet, je dirais, d'assurer le positionnement de la marque. Mon boulot là-dessus, ça va être de faire en sorte que le message soit cohérent et sur tous les canaux qu'on va utiliser, en fait, que le positionnement soit clair et compris de tous. Et je dirais équivalent qu'on regarde le réseau social des FICI, enfin les réseaux sociaux des FICI ou un livre blanc. Donc ça, c'est pour répondre à la première partie de la question. Après, pour compléter ce que disait Maude, moi, je mettrais un petit accent sur le côté éducatif des contenus qu'on met en place et facile d'accès. C'est-à-dire que pendant quelques temps, on faisait du contenu qui était écrit par des experts. Et je ne sais pas si c'était l'imaginaire collectif, mais l'expert, on le voyait un petit peu dans sa tour d'ivoire à la manière d'un père Fouras, qui est un peu perché. Et voilà. Et je dirais que le contenu aujourd'hui va permettre, alors je ne parle pas de tous les contenus, mais certains contenus vont prendre une valeur un petit peu plus pédagogique. Donc, vulgariser la technologie, on va éviter le jargon. Tout à l'heure, Maud parlait du phrasé. C'est vrai que c'est très important. On va éviter le jargon et on va rendre le contenu, même technique, en tout cas accessible par la majorité. Donc, ça, c'est un autre angle que je présenterai. Et j'insisterai également sur la diversité des contenus. On a du livre blanc, on a du témoignage client, on a de l'avis d'experts, que ce soit au format print, au format vidéo. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, a amélioré la qualité des contenus que l'on propose parce que, j'ai envie de dire, tout le monde y trouve un peu son compte, qu'on soit attiré par des chiffres, des images, du texte. Maintenant, il y a du contenu qui est disponible pour tous. Et au-delà de ce que disait Maud, hein, c'est vrai qu'avant, on était beaucoup plus axé sur le produit, la solution, à parler de soi, très égocentré dans la communication. Et maintenant, on va plus insister sur la valeur que nos solutions ou nos services peuvent apporter aux sociétés, en fait. D'accord, très bien. Mais justement, sur quand on dépasse, bon, nous, on s'en rend compte hein, en tant qu'entreprise média, quand on essaye de dépasser la valeur produit, les interlocuteurs que les journalistes ou que nous, dans le cadre de nos activités marketing, on peut rencontrer, les interlocuteurs changent. On a beaucoup plus affaire à des experts. J'avais envie de vous demander, Estelle, au-delà de la question plus générale sur votre stratégie pour mettre en avant les contenus et comment vous avez réussi à séduire les audiences avec votre stratégie, j'ai envie de vous demander quelles sont les difficultés ou quelles sont les facilités aujourd'hui qu'il y a à solliciter des experts chez vous en interne pour participer à la production d'un contenu plus séduisant. Ouais, c'est une vraie bonne question. Je pense que, enfin, avant de répondre à cette question, ce que je voulais mettre en avant, c'est que je suis vraiment d'accord avec ce que Maud et Laetitia ont précisé. Il y a vraiment deux choses qui sont critiques. C'est le fait d'arrêter de parler de nous, tous les fournisseurs. Et la deuxième chose, c'est quand on fait des analyses sur l'ensemble des campagnes digitales, on se rend bien compte que le dynamisme et la variété des contenus, c'est quelque chose qui est crucial. On a un super bon exemple qu'on a vraiment vu, nous, au CMIT, c'était que post-Covid, tout le monde faisait des infographies. Ça a super bien marché pendant 6 mois et il y a eu une lassitude du marché parce que ça devenait illisible, que tout le monde en proposait. Nous, on l'a vu au CMIT, on était super fort en infographie et on a dû arrêter. Donc en fait, ce qui a vraiment changé et ce qui permet d'aller solliciter ces experts-là, c'est le fait que tout le monde se soit posé pour réfléchir à la stratégie d'engagement du client, vers le client et le niveau de conversation qu'on veut avoir avec eux. Ce qui veut dire qu'on est passé d'une stratégie parfois un peu agressive, pure lead gen, vers une stratégie d'engagement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a accepté de
commencer une conversation en étant nous fournisseurs dans le noir, c'est-à-dire en acceptant de ne pas savoir qui venait voir nos contenus. Ça, c'est la vraie différence, je pense, en termes de marketing versus ce qu'on faisait il y a 5 ans. Et du coup, ça a remis en jeu toute la stratégie en amont, c'est-à-dire que on a dû étudier beaucoup plus précisément à quel compte on parlait et on a probablement tous pris la décision d'arrêter de parler à tout le monde, ce qui veut dire qu'on a rajouté de l'intent, on a fait du ciblage sur les sociétés qui étaient les sociétés pour lesquelles nos solutions aussi étaient pertinentes. Je pense que personne ne peut répondre à l'ensemble du marché. Et puis, à cause de cette gestion différenciée des comptes, eh ben, on a analysé notre stakeholder matrix et on a regardé à quelle personne on devait parler. Et quand vous faites ça, vous n'allez pas chercher les mêmes experts en interne. Pardon, ma réponse était un peu longue, mais si on décide d'aller parler à un CFO ou à un CXO, eh ben, c'est nos execs qui vont fournir des contenus. Ils vont probablement fournir des contenus beaucoup plus orientés marché, plus courts, parce que le temps de disponibilité de ces gens-là est plus court, versus des experts, en particulier, nous, on rentre beaucoup dans le cloud, les experts cloud, ce sont des gens qui consomment beaucoup, qui consomment sans vouloir être ciblés, mais qui ont tendance à vouloir aller consulter des contenus plus techniques. Et donc, c'est là qu'on va chercher le PM, c'est là qu'on va chercher des choses sur de la feature, sans forcément, encore une fois, parler de nos solutions, parce que ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est augmenter leurs connaissances et être capables de prendre leurs propres décisions. Donc, tout ce qui sera de l'influence agressive sera un showstopper pour eux. Donc c'est toute cette stratégie beaucoup plus différenciée qui nous oblige à aller chercher les experts qui vont bien et les experts qui correspondent aux différents types de contenus qui sont voilà, hyper dynamiques et qu'on doit changer tout le temps. Ça peut être de la vidéo super courte, ça peut être des choses un petit peu plus techniques, 20 minutes, ça peut être du snack content qui se lit, qui s'entend. Il y a du développement de podcast, c'est pas seulement de la vidéo, enfin, il y a tout un tas de tactiques. Et puis ce qui est rigolo, c'est qu'on voit des choses qui semblaient un peu jetées aux oubliettes, qui reviennent, des newsletters, etc. Donc je pense que ce dynamisme, c'est une vraie bonne leçon pour nous tous et c'est une vraie bonne leçon pour aller chercher des experts différents. Ah, d'accord, très bien. Mais justement, je rebondis sur l'aspect diversité des contenus et sur la vidéo dont vous parliez. Alors, la vidéo, c'est un monde de contenu à part entière, hein. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ça, il y a du webinar, il y a tout un tas de produits qui peuvent être mis en avant, des formats courts, des formats plus longs. Laetitia, j'avais envie de me tourner vers vous pour cette question. Nous, on voit que les webinars sont quand même, alors juste après la pandémie, justement, on pensait qu'il y aurait une lassitude et en fait, on ne la voit pas. C'est-à-dire que dans l'enquête que l'on mène, on nous dit que les webinars, quand même, restent un format, ou sont demeurés après la pandémie, un format qui est très, très utilisé. On sait aussi que c'est complexe parfois à produire, hein. Alors, l'avantage de la pandémie, il nous a semblé, c'est que ça a permis je vais faire une référence télévisuelle, mais ça a permis de rendre acceptable dans le monde de l'entreprise un format que j'appellerais un format plus déchien, c'est-à-dire un peu dégradé sur les fonds, un peu, voilà, où la vidéo de type Zoom passe extrêmement bien, là où avant, la vidéo, c'était, nous, on l'a pratiqué, hein, c'était une production en studio, c'était des problématiques vraiment de télévision. On est passé dans un autre monde sur la vidéo, et ça a été permis par le fait que la pandémie nous a tous poussés à une consommation un tout petit peu dégradée visuellement, mais ça a créé un nouveau style. Et ce style perdure. Donc, du coup, ça a facilité. Mais quand même, ça reste quand même un produit qui est complexe à produire. Et je voulais savoir, Laetitia, quels sont les principaux écueils selon vous et également quels sont les avantages de la vidéo en termes d'engagement ou du webinar dans la vidéo ou différents produits vidéo. Je vous laisse libre d'évoquer ce que vous faites chez Efficity. Alors, juste pour corroborer ce que tu dis, David, c'est vrai on aurait pu penser que les gens étaient lassés de ces formats webinars. Au CMIT, on s'est rendu compte du contraire, en fait. Juste après le Covid, il y a eu une vraie envie de se retrouver. Voilà, on a organisé plein d'événements en présentiel. Mais pendant le Covid, le fait qu'on organise des webinars, des formations à distance, nous a permis d'atteindre des publics qui n'étaient pas forcément disponibles pour tous les événements présentiels. Je pense à des gens qui sont basés en province, etc.
Moi, je dis province, d'autres disent en région, mais je viens de province. Tout ça pour dire que on s'est peut-être un peu trop emballé sur les événements en présentiel en oubliant les facilités que proposaient les webinars, et au CMIT, on est en train d'y revenir. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Chez nous, chez FICI, donc éditeur de logiciels, on va distinguer deux types de webinars. On a d'un côté les webinars qui sont destinés à nos clients et de l'autre, des webinars qu'on va plutôt utiliser en phase de prospection. Et je les différencie bien parce que le contenu va être complètement différent. Avec les clients, on va partager plutôt des trucs et astuces sur nos solutions. On va avoir un format qui va s'apparenter à de la formation, qui est entre la démo et la formation. L'objectif de ces webinars-là, qui sont donc à destination de cibles qui sont bien identifiées et qui sont déjà utilisatrices de nos solutions, ça va être de déjà les aider dans leur utilisation, mais aussi, pourquoi pas, leur donner envie d'upgrader la solution en passant sur la dernière version en date. Donc là, c'est vraiment la solution qui est au centre et l'expertise sur la solution. Sur les webinars prospects, on va avoir une approche qui va être tout autre et qui est l'approche dont je parlais un petit peu précédemment, c'est qu'on va être beaucoup dans la connaissance ou l'expertise métier. Donc là, on oublie la solution et de notre côté, on va plutôt parler relation client, comment est-ce qu'on organise son service client du mieux qu'on peut. Et la solution devient secondaire, c'est-à-dire que tous les conseils qu'on va donner vont pouvoir s'appliquer à, certes, des clients qui utilisent nos solutions, mais également à des clients qui pourraient être amenés à utiliser des solutions concurrentes, mais pour qui les conseils seraient tout à fait favorables. Après, les difficultés, on l'a vu ce matin, on ne va rien vous révéler des coulisses, mais on a un petit peu galéré à tous trouver et le son et l'image, etc. Donc, il y a des vraies difficultés logistiques, même si on accepte le format des chiens dont tu parlais, il faut quand même un minimum. Donc, il y a des vraies difficultés logistiques à trouver les plateformes. Et comme pour les contenus écrits, comme le disait Estelle, il va falloir trouver en interne les porte-paroles qui sont, disponibles pour le faire, et deux, qui sont partants pour le faire, parce que c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile, en fait. On fait de la télé, on fait de la radio, on fait une conférence, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Mais voilà, il faut être à l'aise et je dirais tout l'intérêt de ça, c'est de ne pas mettre les personnes en interne en difficulté. Donc ça, c'est plus des difficultés logistiques. Et en difficulté de contenu, le souci, ça va être de trouver des thèmes qui soient hyper percutants, hyper accrocheurs, en tout cas pour les webinars de prospection dont je parlais. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être accrocheur sur les clients, mais je dirais la cible est plutôt acquise dans ce cas-là. Donc, trouver des thèmes qui soient accrocheurs, porteurs, et également une difficulté à se renouveler. Voilà, c'est pas facile d'avoir... Parce que dans les webinars, je dirais ce qui paye, ça va être la régularité. Il faut arriver à mettre en place un rendez-vous qui soit régulier avec nos cibles. Et je ne sais pas moi, un webinar par mois, voilà, il faut réussir à trouver le thème sur lequel on aura assez de matière, on sera pertinent et intéressant pour les cibles. Après, une fois que le thème est identifié, ça va être la principale difficulté, ça va être de maintenir l'attention en fait de l'audience durant tout le webinaire, parce qu'un webinaire, c'est généralement un format un petit peu plus long. Donc, c'est trouver l'équilibre entre l'interactivité qu'on peut mettre en place. Alors, il y a ça, sur les plateformes, on peut créer des sondages, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à passer par ces outils-là qui sont loin d'être des gadgets, mais qui permettent de maintenir l'interaction avec l'audience et garder en fait le public engagé. Et après, pour parler des intérêts principaux, à mon avis, il y en a deux. C'est l'accessibilité qui va être élargie. On peut toucher une cible, je dirais, illimitée en fait. Ce n'est pas les problèmes techniques qui vont gêner. Donc voilà, ça nous permet de toucher une grande audience. Faut juste trouver les bons critères de ciblage et ne pas hésiter à aller sur
des plateformes qui sont spécialisées là-dedans et qui permettent de toucher une audience plus large que notre propre base de données. Et autre intérêt, ça va être le replay, c'est-à-dire que ça peut être consommé en live, ça peut être consommé dans, je sais pas moi, dans les transports à la manière d'un podcast, parce que bien souvent dans le webinaire, c'est pas forcément l'image le plus intéressant, ça va être le son, et du coup ça peut être utilisé voilà, en conditions de mobilité complètement. Voilà les avantages que j'y trouve. Et Ok. autre usage, alors ça peut être un usage plutôt secondaire, c'est le replay, il peut très bien être utilisé comme outil de formation en interne. Vous avez des nouveaux qui arrivent, ça change un petit peu des docs à lire. Donc voilà, vous pouvez aussi leur donner quelques liens de webinaires en replay, et comme ça, ils peuvent se forger la culture entreprise, solutions, etc. Très bien. Moi, j'en profite pour dire que le webinaire, la table ronde sur laquelle on est actuellement sera disponible en Et ben demande voilà, sur la plateforme. Effectivement, c'est une des manières aussi de faire vivre le voilà, ça contenu. prolonge la durée de vie du Le contenu. Ouais. contenu, oui, ce qui est une des difficultés parfois. Euh, Tout à l'heure, on a évoqué un petit peu avec Maud, je crois, la dimension internationale des groupes IT. Donc, je ne sais pas au CMIT quel est le taux aujourd'hui de groupes qui sont plutôt représentés, enfin, le nombre de participants au CMIT, d'adhérents au CMIT qui sont issus de groupes globaux, comme tu as dit, ou internationaux. Mais c'est un des enjeux dans notre secteur sur le contenu. Hein. Nous, on le voit quand on discute avec vous. Il y a des tentations régulières, des vagues de centralisation des opérations marketing, hein, soit au niveau régional, IMIA, soit au niveau global. Et on sait aussi qu'au niveau du contenu, ce n'est pas si simple que ça. Moi, j'aimerais en savoir plus sur les pratiques que vous avez mis en place en termes de localisation des contenus quand vous êtes dans un groupe international ou quand vous avez une grosse production en langue anglaise. Euh, Comment vous localisez? Est-ce que vous localisez des contenus internationaux? Est-ce que vous produisez en local? Est-ce que vous traduisez? Quelle est votre stratégie à ce niveau? Parce qu'on sait que c'est un gros enjeu sur la France. Maud, peut-être pour commencer et nous donner le bon chiffre sur le CMIT. Alors, je pense qu'on a un peu moins de la moitié des sociétés qui ont une empreinte européenne ou internationale, D'accord. et puis beaucoup d'acteurs français très dynamiques. Donc voilà la composition du CMIT. Donc c'est un environnement assez divers. Euh, pour revenir au sujet de la localisation, et on l'a beaucoup évoqué, David, Estelle, Laetitia, je pense il est très important d'être adapté à la cible. Et quand on dit la cible, derrière, c'est un humain. Donc c'est un DSI en France qui aime les formats visuels, qui a un challenge sur les prix et qui consomme son contenu le matin. Et puis après, ça peut être un décideur dans un autre secteur, sur un autre domaine et qui est passionné par les contenus plus techniques. Donc le fameux, vous savez, one size fits all américain ne marche pas du tout. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des contenus un peu globaux, mais ensuite, il faut l'adapter d'un point de vue culturel. On va parler à une audience, à des personnes plutôt qu'à une cible. Et chaque personne va mettre son filtre. Et je le vois très bien en France, en Allemagne, en Italie. La sensibilité au contenu local est très, très importante. Et ça fait presque partie des règles culturelles et des règles de politesse. Donc, c'est pour ça qu'on apporte beaucoup, beaucoup d'intérêt au fait d'avoir des contenus qui sont complètement locaux ou alors des contenus qui sont beaucoup plus globaux, mais qu'on va revoir avec un use case dans le pays, en demandant à quelqu'un, voilà, à un de nos clients, ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il mettrait, comment on différencierait. Et donc ça, c'est la force du contenu localisé. Ensuite, revenons quand même sur le côté global. Il y a quand même une grande force dans un environnement culturel diversifié, c'est l'innovation. Le terrain de jeu est très, très grand. Et donc, on apprend beaucoup des autres. Alors, on peut penser qu'on est spécifique dans un pays, et on l'est. En revanche, on ne peut pas se fermer les yeux par rapport à ce qui se passe sur l'IA en Asie ou aux États-Unis. Et on a beaucoup à apprendre. Donc, je trouve que le fait de comprendre les tendances, de les mixer et de les adapter à ce qu'est le contexte du pays, le contexte d'une industrie, le contexte d'un compte client même, est vraiment important.
Et puis aussi, ce contenu global, il permet d'optimiser. Donc, on va regarder ce qui fonctionne pas, pourquoi, ce qu'on pourrait faire différemment. Et puis, on teste avec le digital. Le grand pouvoir, c'est qu'on peut tester. Et puis, si ça fonctionne pas, on enlève, on adapte, on cherche à trouver quelque chose de plus neuf, de plus fluide. Donc pour moi, je dirais qu'il y a un ensemble de contenus en anglais qui sont aussi tout à fait pertinents. On a une audience un peu geek, techie, curieuse, donc du contenu technique, bien entendu, c'est important. Et puis le contenu sur les tendances, les lames de fond, donc l'intelligence artificielle, les objets connectés, à un moment l'hybridation du cloud, l'hybridation des données. Ces contenus-là, on va les chercher en anglais pour commencer parce qu'il y a un immense marché international qui donne son avis. Et puis quelque part, on va affiner avec le contenu local. Donc voilà un peu ma perception du contenu local versus global. Et bien entendu, pour ce faire, on va s'appuyer sur des acteurs internationaux, mais aussi des acteurs locaux. Mais l'apport de l'international me semble clé pour pouvoir affiner le contenu local. Très bien. Estelle, je me tourne vers vous. Alors là, chez Veritas, vous menez des programmes au niveau global qui intègrent du contenu, bien sûr, hein, qui s'appuient sur du contenu au niveau global, au niveau régional, au niveau local. Comment comment vous équilibrez un petit peu dans la stratégie et quels sont les enjeux et comment vous traitez cette problématique de la localisation du contenu et comment on a un contenu qui est au plus proche de l'audience. Bon, nous, on l'appelle comme ça au niveau média, mais des personnes, comme disait Maud, plutôt que des cibles. Alors moi, je suis chanceuse parce que je trouve que la collaboration avec ce marketing global marche hyper bien. Mais parce qu'on est très clair sur, la manière dont on veut s'adresser aux gens. C'est-à-dire, ce que je reviens sur la part de l'engagement dans les stratégies marketing. Pour moi, c'est clé parce qu'à partir du moment où on fait de l'engagement, on veut amener les gens sur le web et cetera, on commence une conversation qui est une conversation éducative pour reprendre, les propos de Laetitia et donc du coup qui est pas agressive en fait, en termes d'approche. Donc quand vous faites ça, ça veut dire que vous êtes, beaucoup sur des contenus éducatifs, d'awareness et cetera, qui parlent de la problématique du client et pas de ce que nous on veut vendre. Donc à partir du moment où on fait ça, déjà je trouve que c'est un vrai progrès par rapport à ce qu'on a pu voir par rapport à il y a quelques années. La deuxième chose, c'est que quand on a les moyens de faire de l'analyse de tout ce qu'on fait, ça nous donne une réponse qui est forcément adaptée au pays. Donc, quand je parlais du dynamisme des contenus, le fait de regarder, comment, les Français, les Italiens, les Américains consomment sur les réseaux sociaux, sur le web et sur les acteurs tiers comme TechTarget, ça nous donne une bonne réponse à la manière dont on doit engager avec, les audiences locales, non seulement en termes de type de contenu, mais en termes de cadence de renouvellement et aussi en matière de formalisme. Parce que je trouve que c'est ça qui est un des critères les plus importants. C'est pas seulement ce qu'on leur propose, mais c'est aussi la manière dont on le propose. C'est-à-dire que, un Italien du Nord versus un Italien du Sud, et ben, il voudra un formalisme, beaucoup plus grand. On n'approche pas du tout, les Néerlandais comme on approche les Français, même si au bout du compte, le contenu qui va être lu va être le même. Et pour moi, ça, c'est critique. Moi, je suis dans une organisation où ça fait vraiment partie de l'ADN, donc ça nous permet d'adapter ça. Et la dernière chose, et là, je pense que vous le savez mieux que moi, je pense que pour engager correctement et pour que, cette localisation soit faite correctement, il faut savoir jouer avec les fournisseurs qu'on utilise. Parce que, voilà, tous les fournisseurs, en particulier en termes de marketing digital, auront pas la même force sur les pays. D'une part, à cause des réglementations, mais parfois aussi à cause de différentes typologies de marché et en termes de vitesse d'adoption de certaines technologies. À partir du moment où on est capable de réagir de manière rapide et de savoir adapter et jouer avec les fournisseurs qu'on utilise et les canaux qu'on utilise, parce que pour moi, une stratégie contenu, si elle n'est pas multicanal, on a un vrai problème. C'est ça qui va vraiment amener la personnalisation et l'adaptation à un pays en particulier. Très bien. Je voudrais rebondir sur un des sujets, le sujet du format, et voir avec vous, Laetitia. Alors, tout à l'heure, on a parlé des webinars, on a parlé des vidéos. Là, on est souvent sur de la production locale parce qu'on fait intervenir de l'humain et que c'est vrai que on valorise un petit peu notre
compétences, notre connaissance à travers des experts, mais des hommes de l'entreprise dans le contenu. Ce que vous pratiquez au niveau du webinaire, donc produire en français localement, est-ce que vous le faites également au niveau des autres types de formats? Est-ce que vous utilisez des formats ou vous localisez des formats qui sont utilisés de façon plus globale? Quelle est votre stratégie là-dessus? Oui, alors il y a des formats qui sont produits de manière locale, soit parce que c'est un format qui est coproduit avec un partenaire local, soit parce que c'est un format qui n'aurait absolument aucune utilité dans les autres pays. Je pense notamment à, on a un secteur d'activité qu'on vise qui sont les bailleurs sociaux, les OPH. Et c'est un type d'organisation qui n'existe pas dans tous les pays. Donc là, pour le coup, c'est vraiment du contenu qui est qui est produit localement et qui dépasse pas les frontières. Après, il y a des choses qui sont produites au niveau global, qui sont ensuite localisées, bien évidemment. Et là, on a essayé deux manières de faire. La première, donc bien sûr, tout est créé en centrale en anglais. Et on avait commencé par une agence de traduction globale qui faisait donc des traductions locales et qui ensuite était revue par des marketeurs locaux. C'était pas hyper concluant. Du coup, on a changé un peu de stratégie. Maintenant, le contenu global est toujours produit en anglais, mais on passe à l'échelle locale beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire qu'on passe plus par une agence de traduction globale, mais par des freelances locaux, des traducteurs freelance locaux. Et la qualité des traductions est toujours revue par les marketeurs locaux. La qualité des traductions s'en est trouvé grandement améliorée. Après, il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé et qui me semble important, c'est que on fait tous des contenus à destination digitale. Et il y a un aspect dans l'écriture digitale qui est hyper important, ça va être le SEO. Et le SEO, à mon avis, c'est un des aspects qu'on doit prendre en compte pour la localisation. C'est-à-dire que sur les moteurs de recherche, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, on a certains mots-clés qui sont très recherchés. Ça ne va pas être leur traduction mot à mot qui sera recherchée en France, par exemple. Et du coup, il faut que le traducteur ait cette sensibilité. Alors, c'est peut-être difficile de l'avoir au niveau du traducteur, mais en tout cas, au niveau du relecteur, cette sensibilité au SEO. Parce que on crée des contenus, certes, pour toucher, pour éduquer certains individus. Encore faut-il que ces fameux individus soient capables de trouver ces contenus. Et le SEO, c'est une des armes pour trouver ces contenus. Et à mon avis, dans la localisation, le SEO, c'est un point à prendre en compte. Et enfin, un dernier point, c'est l'aspect réglementaire qui n'est pas le même partout. Je vais vous donner un exemple. De notre côté, on est en train de faire une refonte du site Internet. Et on a une personne qui a trouvé une accroche un peu sympa et un peu décalée. Nous, en fait, on se bat face aux Américains sur notre terrain de jeu du CRM. Et il y avait une accroche qui était Europeans have good wine, better CRM. Donc, on jouait sur le côté gastronomie en fait de l'Europe, en tout cas sur le vin et le CRM. Et les Français ont levé des signaux d'alerte en disant non, mais alors c'est sympa, hein, ça accroche. Mais par contre, au niveau loi et vin, on n'est pas hyper bien, quoi. Donc voilà, donc ça a été revu. Peut-être qu'on va plus parler fromage que vin, mais voilà, c'est un petit exemple. Le global peut faire des choses qui sont très sympas, mais qui sont juste pas possibles à mettre en place d'un point de vue local. Donc l'importance de la validation locale, à mon avis, est primordiale. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Je rebondis sur ce que vous parliez, ce que vous disiez au niveau du SEO. Alors nous, on l'a expérimenté, hein, parce que donc chez TechTarget, on édite des sites de presse. Hein. En France, c'est le Mag IT.
Et par exemple, depuis 2 ans, nous, on a localisé le SEO parce qu'il y avait une vraie difficulté. On avait des experts vraiment de haut niveau chez TechTarget, à part que leur méthode et la manière dont ils adressaient les choses étaient vraiment liées à un environnement sémantique, parce que c'est aussi ça le SEO. Et il a fallu qu'on localise. Quand on parle de SEO, on parle aussi d'algorithme, parce que la conversation entre ceux qui utilisent le SEO, c'est essentiellement une conversation avec un algorithme très célèbre, hein, celui de Google pour ne pas le nommer. Et donc, très naturellement, en parlant d'algorithme, j'ai envie de parler de l'IA générative. Donc, ça fait 9 mois que c'est au cœur de toutes les conversations, tout particulièrement dans le milieu de la tech, à la fois pour l'aspect usage et à la fois pour l'aspect, c'est une technologie dont on pressent que sur toute la chaîne, que ce soit les applications, que ce soit les environnements de développement logiciel ou que ce soit les infrastructures, parce qu'il va falloir des infrastructures sacrément performantes pour faire tourner tout ça. On se rend bien compte que c'est un immense défi et un immense changement qui est devant nous. Sur la partie pratique, l'IA générative, c'est-à-dire une partie de l'IA, donc, on parle de la plus connue qui est ChatGPT, qui est sortie il y a quelques mois des fourneaux de OpenAI. Cette IA générative, elle concerne vraiment le langage et elle concerne vraiment le contenu, la capacité à produire du contenu. J'ai envie de savoir comment vous appréhendez cette émergence chacune dans votre rôle, dans votre entreprise, et quels sont les cas d'usage de ces IA que vous avez déjà éprouvés, testés, ou lesquels vous estimez ont vraiment un grand avenir et seront un levier important pour des gains à attendre de vos stratégies de contenu respectives. Peut-être Estelle, pour débuter sur cette question. Euh, la première chose que je voulais dire, c'est que l'IA dans nos sociétés, ça ne nous fait pas peur parce qu'on l'intègre dans nos produits. Bon, je pense que ça, c'est quand même la grande différence avec le grand public et tous les fantasmes qui peuvent aller avec l'émergence de l'IA. Je peux vous partager l'expérience qu'on a au CMIT où évidemment on a tous joué avec, en particulier ceux qui écrivent des contenus qui ont plutôt fait la démarche inverse, c'est-à-dire de vérifier ce que l'IA disait une fois qu'ils avaient écrit leur article. Et c'est là que c'est rigolo parce qu'on voit bien qu'il y a toute une partie prospective quand l'IA n'a pas été éduquée correctement, qui n'est pas mise en avant. Donc moi, je crois vraiment à la puissance d'automatisation pour lier les choses entre elles. Je crois que la connaissance, nous, on fait de l'innovation. Donc, une IA, elle va jamais nous écrire sur ce qu'on va faire demain. La connaissance, elle est quand même chez nous. Par contre, je crois vraiment au gain de temps en termes d'automatisation, c'est-à-dire en termes de collecte de données, même si c'est pas vraiment sur la partie contenu, mais en termes de collecte de données qui peut amener à une personnalisation de l'adressage des personas, pour moi, ça, c'est un point essentiel. Et la deuxième chose, c'est vraiment sur, la multicanalisation, je ne sais pas si on peut dire ça, du contenu. Par exemple, si on a écrit un bel article de blog, comment est-ce que l'IA peut nous aider à gagner du temps sur sa conversion, en article pour, les réseaux sociaux, en email et cetera? Moi, je suis quand même persuadée qu'il faudra toujours, une patte, humaine pour amener tout ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense que ça peut nous amener à garder cette cohérence entre les différents contenus qu'on mettra en avant. Et puis, si ça nous permet de renforcer notre vitesse d'analyse, et ben alors ça, c'est un vrai point, quoi. Je crois pas au tout généré. Par contre, je crois à une amélioration en termes de temps d'analyse et de cadence notable. Et vous l'utilisez déjà au-delà du test, hein, justement, au-delà du jeu, vous l'utilisez déjà dans vos activités marketing? Non, pas beaucoup, Pas pas encore? beaucoup. C'est plus D'accord. nos fournisseurs qui nous amènent euh, des tests pilotes sur tout ça. D'accord. Très bien. Mode, de votre côté, vous l'avez abordé tout à l'heure un petit peu, hein. Vous aviez déjà évoqué le fait que ça allait changer des pratiques. C'est déjà le cas? C'est lié aux fournisseurs? C'est de la prospective? À quel niveau vous êtes chez HPE? Je crois que c'est lié aux individus.
Donc déjà, l'IA, on dit souvent que c'est une lame de fond. J'aime pas trop le terme lame. Je sais jamais ce qui va m'arriver. Donc c'est plutôt une vague porteuse très positive pour moi. Il va créer un marketeur augmenté. Et donc, dans le marketing, on se doit d'être curieux. Et je pense que je demande, et je pense que tout le monde le fait aussi à MIT, je demande à mes équipes de s'y intéresser, de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, comme Estelle le disait, on va gagner en qualité, en pertinence, sans doute en adressage des personnes. Cela dit, le marketeur augmenté, il s'adresse à une IA générative, donc il doit savoir poser la bonne question. Parce que dans l'IA, on va parler, et les développeurs le comprennent très bien, on doit parler de la qualité de ce qui est induit en entrée pour avoir une réponse correcte. C'est comme rédiger le script quand on fait du développement. Est-ce que le script est parfait? Donc on a toujours besoin de quelqu'un pour poser la question, et ce quelqu'un au niveau du marketing, ce sera nous. Donc il faut former nos équipes, former nos membres au CMIT à savoir adresser correctement l'IA. Sinon, elle va répondre ce qu'on a envie de lui demander, ce qu'on veut savoir. Donc, on va lui poser une question orientée, on aura une réponse orientée. Et ce biais-là, on doit apprendre à l'enlever. Alors, oui, chez nous, on l'utilise, comme le disait Estelle, pour revenir sur un contenu, vérifier qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose d'énorme. On l'utilise pour faire des recherches de lieux. Donc là, je suis désolée pour les agences d'événementiel, on a quand même besoin de leur aide, mais on va vérifier très rapidement où aller et comment le faire. On va l'utiliser aussi sur de la veille technologique, même si on a tendance à pas rentrer toutes nos données compétitives dans une IA, bien sûr, ou à les rentrer toutes sur le web. Ça permet de savoir rapidement où se positionnent les concurrents, quelles sont les grandes tendances de marché. Bref, ça permet de savoir, de vérifier qu'on n'a rien oublié. Ensuite, je rejoins quand même toutes les personnes qui se posent des questions parce qu'on a un souci de déontologie avec l'IA. Quelles sont les données qu'on va mettre à disposition? Est-ce on va dévoiler trop au sujet de notre société, au sujet de notre stratégie? Est-ce que demain, les métiers du marketing vont changer? Ben, oui, ils vont changer. C'est comme ça. Voilà, donc on y va et puis on se fait pas trop de nœuds au cerveau, on prend cette innovation et on avance avec. Et tout comme Estelle, moi je travaille dans une entreprise qui produit des solutions d'intelligence artificielle. Voilà, donc on est dedans et on sait très bien qu'il faut aller avec. Très bien. L'heure tourne. J'ai une dernière question pour conclure qui est vraiment liée également à une logique de prospective, mais au-delà de l'IA, hein, on l'a vu, l'IA, bon, ça commence à être testé. On en attend beaucoup. Enfin, on sait que ça va bouleverser des choses, mais ça va prendre un petit peu de temps quand même. J'ai envie de vous demander sur du court terme, disons 12-18 mois, quelle est pour chacune d'entre vous la tendance en matière de marketing de contenu qui va émerger ou qui va se développer ou qui va être tout particulièrement visible. Donc voilà, à l'échéance 18 mois, dans les prochains mois. Laetitia, peut-être en premier sur cette question? Oui. Moi, je parlerai de... alors, l'engagement, on en a beaucoup parlé, mais je parlerai de l'engagement communautaire. Comment dire? Le marché enfin, les marchés technologiques, je dirais, se nivellent peut-être petit à petit. Alors, peut-être avec l'IA, parce que tout le monde raconte la même chose. Mais en tout cas, j'ai l'impression que les entreprises doivent faire la différence sur autre chose. Alors, on a beaucoup parlé d'expérience client, etc. Et c'est peut-être ma casquette marque qui prend le dessus là, quand je parle d'engagement communautaire. Mais les entreprises qui vont réussir à fédérer un groupe autour d'eux, une communauté, à mon avis, c'est quelque chose qui ferait la différence avec les concurrents, en fait. Créer une communauté, arriver à créer une communauté, que ce soit sur j'en sais rien, moi, des événements, lors de séries de webinars, sur les réseaux sociaux, enfin bon, peu importe, que chacun trouve sa manière de construire sa communauté. Mais à mon avis, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. En tout cas, nous, c'est ce sur quoi on va mettre un club utilisateur. C'est ce sur quoi on va mettre l'accent dans les mois qui viennent. Très bien. Ouais, le CMIT, c'est mon exemple, ceci dit, hein, de création de valeur par la communauté. C'est une communauté spécifique. Voilà. De grande valeur, David, tu devrais dire. De grande valeur, d'accord.
Estelle, de votre côté, la grande tendance sur les 18 mois. Pour moi, c'est vraiment la prise de décision qui vient soutenir la personnalisation des contenus et de l'adressage des cibles. Voilà, ça reprend ce que j'ai dit dans la question précédente, mais c'est vraiment ça pour moi. D'accord, très bien. C'était court. Mode. La RSE, le Pour qu'on marketing dise. durable et responsable et l'intégration de ces enjeux dans les offres et la compréhension des besoins clients. D'accord. C'est vrai qu'on le voit, on le voit monter effectivement très très fort comme thématique. Ouais, ça va certainement changer pas mal de choses, de pratiques. Ça va être un porteur d'innovation. Là, pour le coup, pas au niveau de la dimension technologique, mais au niveau de la dimension humaine, c'est certain. Ouais. Très bien. Mais écoutez, il est temps de nous séparer. Je vous remercie vraiment beaucoup pour cette session. C'était vraiment, vraiment intéressant. J'espère que nos auditeurs auront apprécié la valeur de nos échanges. Ils pourront en profiter dans le temps, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'ils pourront en profiter parce ils pourront voir ou revoir cette session à volonté sur le site BrightTalk. Je vous souhaite tous un bon dernier trimestre. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de travail pour tout le monde. C'est une période qui est très dense à ce niveau-là. Et je vous souhaite, avant de commencer ce dernier trimestre, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis au revoir et à bientôt. Merci tout le Merci monde. beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.